Eh bien, bonjour à tous, bienvenue, merci d'être présents si nombreux aujourd'hui pour ces États généraux fédéraux qui font suite à quelque chose que vous avez connu, auquel vous avez participé, ces nombreuses rencontres dans les différents territoires, à la rencontre des clubs, des comités et des ligues organisées par la Fédération française de gym. Alors c'est encore une très belle journée d'échange qui nous attend aujourd'hui. Vous aurez la parole à plusieurs reprises à la fin des tables rondes notamment pour poser vos questions dans la mesure du respect du timing. Évidemment, on ne pourra pas en prendre 10, mais on vous donnera la parole, bien évidemment, donc n'hésitez pas. Sans plus attendre et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais proposer à celui qui nous accueille aujourd'hui, Denis Masseglia, président du CNOSF, de bien vouloir me rejoindre pour nous dire quelques mots en ce début de journée. Bonjour à toutes et à tous, Monsieur le Président, cher James. Je salue aussi Bernard, qui est vice-président du CNOSF. Et puis, j'ai rencontré ici un certain nombre d'amis. Et puis, comme vous êtes tous des militants du monde sportif, je vais dire chers amis de manière beaucoup plus générale, même pour ceux que je ne connais pas particulièrement. Donc, vous êtes dans la maison du sport français. J'ai coutume de dire que c'est la maison des sportifs, de celles et ceux qui font le sport, de celles et ceux qui aiment le sport. Je vais dire quand même deux mots sur son origine, parce que ça nous ramènera un petit peu à l'actualité. Cette maison a été construite grâce aux produits marketing des Jeux d'Albertville en 92. Donc, c'était il y a 30 ans, ou presque. Aujourd'hui, on s'interroge aussi sur l'héritage que peut laisser l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques en 2024. On ne s'étendra pas trop sur l'héritage matériel. On a vu que le CIO lui-même a demandé à ce qu'on respecte davantage des jeux organisés sous le signe de la durabilité, avec moins d'éléphants blancs, plus de perspectives d'utilisation des équipements existants. Pour autant, il y a un héritage que vous attendez, que l'on attend tous, et qui est que demain, la place du sport dans la société française soit mieux reconnue, mieux valorisée, et que la France puisse ainsi espérer, il y a encore du chemin à parcourir, passer d'un pays de sportifs à un pays sportif. Ça sera le jour où, effectivement, tous les décideurs, qu'ils soient politiques, économiques, médiatiques, réfléchiront en termes de sport plutôt que d'autres aspects sociétaux, tout aussi importants, mais pour autant qui ne nous concernent pas de la même manière. Et là, et c'est pour ça qu'on rejoint le thème d'aujourd'hui sur le club de demain, c'est là que le club a un rôle essentiel à jouer, parce que je n'apprendrai rien à personne en disant que nous sommes forcément à un tournant de pratique où il faut éviter ce qui pourtant a lieu actuellement, à savoir que trop de gens valorisent, promeuvent ou souhaitent qu'il y ait une pratique beaucoup plus libre, beaucoup moins organisée, en mettant en avant les valeurs du sport, qui ne sont pas les valeurs du sport, mais qui sont les valeurs du sport lorsqu'il est pratiqué de manière organisée dans un club et avec un encadrement. Qui veut dire que nous avons nous-mêmes à nous remettre en question pour s'adapter à de nouvelles demandes émanant d'une société qui évolue et devant laquelle on ne peut pas rester complètement figé avec un statu quo qui nous ferait perdre du terrain, tout en gardant les fondamentaux qui sont les nôtres, ceux de la vie associative et ceux qui font que dans un club, on a aussi le souci d'accueillir, d'animer, de faire une deuxième famille, de faire en sorte que les jeunes qui nous sont confiés deviennent des femmes et des hommes, ou plus simplement des citoyens. Nous sommes donc à la croisée des chemins, avec en même temps un enjeu conséquent, parce qu'il n'y a pas que le club. Il y a le club et la fédération. J'ai de temps en temps, alors je ne vais pas dire coutume ou envie, mais simplement factuellement, le fait de dire qu'il y a aujourd'hui pratiquement autant de clubs non fédérés que de clubs fédérés. Ça veut dire qu'il n'y a pas que la pratique qui se fait dans le monde privé,
il y a aussi la pratique qui se fait dans le monde associatif avec des clubs qui ont beaucoup de membres parfois et qui pour autant ne sont pas affiliés à une fédération. Je ne sais pas, peut-être que ça sera l'objet de la discussion aujourd'hui dans votre colloque, s'il y a des clubs, entre guillemets, je dis bien clubs, des associations, pour que ça soit très clair, qui proposent de la gymnastique et qui ne sont pas affiliés à votre fédération. Ça peut exister et je pense qu'aucun sport n'est à l'abri de ça. Et il faut donc s'interroger aussi, en même temps que l'on peut promouvoir le club de demain qui va s'adapter à la société d'aujourd'hui, comment on peut aussi renforcer le lien entre le club et la fédération, parce qu'il ne peut pas y avoir progression du club s'il n'y a pas en même temps un lien fort entre le club et la fédération. Alors, on essaie d'abord de partager les bonnes expériences entre fédérations, et c'est normal que l'on puisse profiter de l'acquis des uns pour qu'ils puissent être expérimentés par d'autres. Et puis, nous-mêmes, au sein du CNOSF, on essaie de mettre en place un certain nombre de choses qui vont permettre de valoriser le club. Et je crois que c'est essentiel de valoriser le club pour que chaque club puisse se sentir aspiré vers le haut par ce qui peut être fait ou proposé. On a ainsi développé, j'espère que vous y avez fait appel, une chaîne de télévision qui permet à tous les sports qui aujourd'hui n'ont pas la médiatisation espérée, ou en tout cas n'ont pas l'égalité des chances au départ pour pouvoir prouver qu'ils sont attractifs. Bon, la gym ne fait pas trop partie des sports qui ne sont pas reconnus sur le plan médiatique. Pour autant, je ne suis pas sûr que toutes les compétitions trouvent la retransmission à laquelle elles pourraient aspirer. Donc, il y a forcément besoin d'une chaîne dont je résume tout le temps les choses en disant nous on fait ce que les autres ne font pas, c'est-à-dire beaucoup. Et effectivement, si vous regardez tous les championnats de France qui ne sont pas diffusés, vous aurez un panel d'activités conséquents, donc qui nous permet de dire, voilà, on veut à un moment promouvoir le club parce que tout part de lui, et c'est forcément en le valorisant qu'on peut espérer demain que le moment sportif soit mieux représenté et mieux reconnu. La deuxième chose que l'on fait, c'est, et on constate que c'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui, c'est permettre à tout un chacun, et en particulier aux plus jeunes, de pouvoir utiliser les outils d'aujourd'hui, et notamment un téléphone portable, pour savoir où je peux trouver un club pas très loin de chez moi. Donc on va, d'ici peu, et avant l'été 2020, faire en sorte qu'il y ait une application, Mon Club près de chez moi, à travers laquelle chaque individu, jeune ou moins jeune, pourra trouver quel club peut se trouver à côté de chez lui, avec quelles caractéristiques, et pouvoir ainsi y aller. Si on a voulu qu'il y ait cette application, c'est parce qu'on a l'objectif, et j'espère qu'on le remplira parce que c'est un vrai enjeu, de pouvoir assurer un lien plus étroit entre l'école et l'associatif, ce lien qui a été distendu au fur et à mesure des années avec une maison éducation nationale qui ne porte pas forcément son nom avec le mot éducation comme étant quelque chose d'exclusif. L'éducation, elle appartient aux parents, elle nous appartient aussi à nous. Et je pense qu'on est un certain nombre ici à pouvoir témoigner que sans le club, on n'aurait pas grandi de la même manière, on n'aurait pas été éduqué de la même manière. Donc, ce côté éducatif, il faut nous en emparer, le faire savoir, et peut-être que demain, on aura un meilleur lien entre l'école et l'associatif. C'est en tout cas le but qu'on s'est fixé à travers une carte passerelle qui va être expérimentée sur tout le territoire dès septembre 2020 et qui permettra à tous les jeunes de CM1 et CM2 de faire en sorte qu'ils puissent essayer dans le club de leur choix, enfin dans tous les clubs d'abord, pour ensuite choisir un club afin de pouvoir s'exprimer du mieux possible. Donc pour cela, il faut qu'effectivement, ils puissent le faire. Donc deuxième possibilité de valorisation du club. Enfin, une troisième possibilité qui va émerger, et j'espère qu'un certain nombre d'entre vous ont eu à la fois l'information et puis l'envie d'y participer.
on fait des trophées qui s'appelleront les trophées Club Plus, pour montrer que le club n'est pas simplement un club qui permet l'éclosion de champions, mais aussi un club qui remplit un certain nombre d'impératifs sociétaux qui soient liés aux aspects de santé, de développement durable, de cohésion sociale, de citoyenneté et autres. Donc, vous trouverez évidemment tous les détails sur le site qui y est consacré, Trophée Club Plus. Je vous invite à suivre ça parce que c'est intéressant. Nous avons déjà reçu plus de 200 demandes avec une clôture des dossiers qui est le 28 février. Et j'espère qu'à travers ça, on pourra aussi sensibiliser tous les décideurs à ce que le club, ce n'est pas simplement celui qui va permettre demain de former un champion qui va gagner beaucoup d'argent. C'est aussi quelque chose qui va permettre d'accueillir la population, celles et ceux qui ont envie de s'épanouir à travers la pratique sportive et qui le font dans un contexte organisé et pas simplement, même si c'est bien, en courant le matin dans la rue. Et il faut donc, à un moment donné ou à un autre, toutes ces actions de valorisation de ce qui se fait dans le club puissent être répertoriées, en tout cas promues, on s'y emploie. Et je veux terminer en disant qu'en même temps que le monde change, c'est vrai que ce n'est pas toujours simple de s'adapter au changement. Mais pourtant, celui qui ne veut pas changer aujourd'hui recule. C'est pour ça qu'après des années et des années d'efforts pour faire passer le message, on est enfin parvenu, même si ça surprend, et même s'il y a des doutes, et je peux le comprendre, à ce que la gouvernance du sport évolue. On ne peut pas aujourd'hui dire qu'il n'y a qu'un acteur qui serait dépositaire du service public ou de l'intérêt général. Moi, je le dis sans ambiguïté, l'intérêt général, il appartient à ceux qui le servent. Il n'y a pas de raison de dire qu'il n'y aurait que les agents de l'État qui seraient dépositaires du service public ou de l'intérêt général. Mais vous qui êtes dans vos clubs, qui vous engagez du matin jusqu'au soir au service de la population, qu'est-ce que vous faites d'autre que remplir quelque chose qui va dans l'intérêt général ? Ce qu'on fait à tous les niveaux. Donc l'intérêt général, il est partagé par le mouvement sportif, par les gens de l'État, et je n'ai rien contre ça, par ceux des collectivités territoriales et même par d'autres acteurs extérieurs qui ont envie que le sport français progresse. C'est pour ça qu'on a voulu qu'il y ait une agence et que cette agence repose sur deux piliers, celui du haut niveau et celui du développement. Surtout pas de dissociation entre l'un et l'autre. Nous avons fait en sorte que, pour ce qui est du développement, on fonctionne différemment. Votre fédération a fait partie des fédérations expérimentales qui ont souhaité gérer l'attribution des fonds qui étaient répartis pour que les structures territoriales, ligues régionales, comités départementaux et clubs en profitent directement. Ça répond à un impératif. Moi-même, j'ai été président de fédération. Lorsque j'ai regardé comment il y avait une articulation entre la politique de développement que la fédération souhaitait mettre en place et celle que le CNDS proposait, je n'ai pas trouvé beaucoup de points communs. Et donc, à un moment, il fallait quand même qu'on puisse avoir un objectif qui est que les moyens publics liés au développement soient aussi des moyens que la fédération utilise pour avoir plus de clubs et plus de licenciés. C'est un peu l'objectif qu'on s'est fixé et j'espère qu'il sera tenu. En tout cas, moi je voulais d'abord répondre à l'invitation de votre président et être présent pour saluer les clubs. Je ne fais jamais un seul discours sans parler du club. C'est de lui dont tout part et c'est vers lui que tous nos efforts doivent converger. J'espère que votre journée conclura un certain nombre de propositions pour que ça puisse aussi profiter non seulement au club de gym, mais aussi à d'autres clubs, parce que le club de demain, c'est un vrai enjeu. Comment doit-il évoluer ? Comment doit-il se positionner par rapport à une demande sociétale qui est forcément différente par rapport à des enjeux technologiques qui perturbent, ou en tout cas, plutôt que perturbent, différencient la société. Il faut saisir toutes ces démarches nouvelles comme une opportunité, pas comme une contrainte, et se dire qu'on veut croire à un demain bien meilleur. 2024 doit nous servir à ça. Je vais juste terminer par mon vœu à moi personnel. Je suis sûr qu'en 2024, il y aura plus de sport en France. Il ne faudrait pas
que ce soit simplement Nike, Adidas, Decathlon ou les fitness qui en profitent. Il faut que le mouvement sportif sorte renforcé en 2024. C'est un peu une crainte que j'ai. C'est un effort qu'on va devoir faire tous solidairement et unitairement, chacun respectant la diversité de l'autre pour y arriver. Merci de votre attention et bon travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup Denis pour ces quelques mots pour ouvrir notre journée d'échange. James Blateau, président de la Fédération française de gym, va à présent me rejoindre. Bonjour et eh bien merci de l'organisation de cette journée qui vient finalement conclure, en tout cas faire un premier bilan après les états généraux territoriaux. Alors pourquoi cette réflexion, même si on a entendu les enjeux cités par Denis il y a quelques instants, pourquoi cette réflexion autour du club de demain a été mise en place chez vous ? Alors, je pourrais reprendre, d'abord, je remercie Denis, mais je pourrais reprendre presque les mots qu'il vient déjà de donner. Effectivement, on a constaté que le monde changeait. Et donc, ensuite, on a plusieurs solutions. Soit on ne fait rien du tout, soit on fait quelque chose. Et faire quelque chose, pour nous, c'est effectivement s'adapter à la nouvelle situation donnée, mais c'est aussi essayer de ne pas subir et par conséquent, essayer d'anticiper, de voir plus loin. Alors, cette démarche, vous avez souhaité aller au plus près des territoires, dans une grande partie, en tout cas en sollicitant vos clubs. Quel était l'objectif de cette démarche ? Alors l'objectif, c'était de collaborer finalement. On est dans une démarche participative, on souhaite collaborer, on souhaite avoir l'avis direct des clubs. Et donc ça nous semblait très important, non pas de dire il me semble que le club pense ceci, mais au contraire d'avoir l'avis direct du club qui dit moi dans ma situation du quotidien j'ai ça comme problème ou j'ai ça comme souci ou j'ai ça comme envie. Et donc on a essayé de relever l'ensemble de ces situations-là pour construire quelque chose. Et tout cela, on verra ce qu'il en est sorti de ces états généraux au cours de la journée. On aura encore des témoignages de clubs un petit peu plus tard. Alors vous allez bien sûr écouter tout ce qui va se passer aujourd'hui. On vous retrouvera un petit peu plus tard pour peut-être déjà quelques annonces, en tout cas quelques perspectives sur le club de demain. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée ? Alors, ce que j'attends, c'est plusieurs choses. D'une part, que la journée se passe bien. D'autre part, que les intervenants qui sont extérieurs à la gymnastique puissent enrichir nos réflexions et nos débats. Et ensuite, nous, effectivement, on a travaillé avec les éléments qu'on avait jusqu'à présent. Et puis, on a aussi quelques éléments à proposer. Donc, on verra comment chacun réagira à ça. Eh bien, merci beaucoup. On vous retrouve aux alentours de 15h30 tout à l'heure pour la conclusion de ces états généraux fédéraux. Merci à vous et bon courage, bons travaux. Merci beaucoup. Alors le président vient de le dire, on va beaucoup parler de gymnastique aujourd'hui, mais l'idée pour débuter cette journée, c'était d'élargir un peu les discussions et de faire appel à des experts qui ne viennent pas forcément de la gym pour comprendre comment et pourquoi surtout il faut déjà se projeter sur ce club de demain, même si 2030, c'est l'horizon qui est fixé, peut sembler assez loin finalement pour certains, tant le quotidien prend énormément de temps. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure avec nos présidents de club. Pourtant, cette réflexion, elle est indispensable ici pour vous à la Fédération française de gym et plus globalement dans l'ensemble du mouvement sportif. Nos experts, ils sont là, ils vont me rejoindre à présent. Bernard Amselem, membre du bureau du CNOSF et ancien président de la Fédération d'athlétisme, je vous en prie. Christophe Lepetit est là aussi aujourd'hui, responsable des études économiques au Centre de droit et d'économie du sport de Limoges, et Arnaud Soroy, maître de conférences associé à l'Université de Poitiers. Arnaud qui a aussi conseillé pas mal le CNOSF pour accompagner les dirigeants bénévoles, et on va le voir que ça peut servir dans nos réflexions d'aujourd'hui. Merci en tous les cas à tous les trois d'avoir répondu à cette invitation pour débuter cette journée. Christophe, on débute avec vous. Qu'est-ce que vous pensez tout simplement d'abord de cet exercice de réflexion, de consultation qui a été lancé par cette fédération pour penser à ce club version 2030 ? Bonjour à tous, merci de cette invitation. Je pense que l'exercice, il est nécessaire, il est même indispensable. Aujourd'hui, le président Masseglia l'a rappelé dans son discours introductif. Je pense que quoi qu'il arrive, il n'est jamais trop tôt pour se projeter vers l'avenir. Il ne faut surtout jamais qu'une organisation, quelle qu'elle soit, sportive ou non, reste figée à un instant donné sans effectivement prendre en compte son environnement et le contexte qui bouge. Donc c'est un exercice intéressant. Il est d'autant plus intéressant que d'après ce qui m'a été donné de voir, il est collectif et partagé. Il y a eu des consultations dans les territoires, des clubs, des comités départementaux, des ligues. Et c'est vrai que cette co-construction
à la fois avec les acteurs de terrain et les acteurs fédéraux au niveau national, m'apparaît tout à fait intéressante et à privilégier. Et je ne sais pas si ça a été fait, mais c'est vrai qu'associer également tout l'écosystème extérieur de la FEDEGYM et des fédérations me paraît aussi être quelque chose d'intéressant, que ce soit des partenaires publics et privés, puisqu'on sait que c'est le partenariat public, les subventions sont un enjeu, donc savoir attendre et comprendre les attentes justement des collectivités m'apparaîtrait intéressant, et idem sur les partenaires privés, les sponsors, puisqu'on sait qu'ils contribuent et qu'ils contribueront peut-être encore plus demain au financement de la pratique. Donc pour finir très rapidement cette première intervention, juste dire que c'est important effectivement de se projeter, et d'autant plus, comme ça a été rappelé dans le propos introductif, dans une société qui évolue, qui bouge, des attentes des pratiquants qui se transforment profondément. Et donc il est important de réfléchir aujourd'hui au club de demain qui répondra aux attentes de la société de demain. Et c'est vrai que c'est tout l'enjeu et toute la difficulté de connaître justement les attentes de la société de demain, parce que sinon on aura toujours un décalage et dans 10 ans on se reverra, enfin, peut-être pas moi et peut-être pas vous non plus, mais pour réfléchir au club de demain, mais toujours avec un temps de retard. Donc il faut être en dynamique et il faut vraiment se projeter dans l'avenir. On y reviendra justement sur l'évolution de ces attentes des pratiquants de sport, en tout cas de ceux qui aiment le sport. Arnaud, une réflexion aussi sur cette façon d'avoir procédé de cette fédération, d'être allé finalement au plus près de ces clubs, de ces pratiquants pour comprendre les enjeux et surtout ce qui les attend pour demain. Alors bonjour et merci également pour l'invitation. Moi je partage cette réflexion autour du fait de dire que les questions de prospective, c'est des questions indispensables. La façon de faire, moi, elle me parle beaucoup parce que mon expérience, ma première vie professionnelle, c'était d'accompagner des dirigeants de clubs, de comités, ensuite de ligues, aussi de fédérations à travers mon expérience au CNOSF. Et aujourd'hui, à l'université, on se pose beaucoup ces questions-là de prospective. Elles sont passionnantes. Alors, il faut aussi avouer qu'elles sont extrêmement inquiétantes parce qu'on imagine le changement, et le changement, par définition, ça fait aussi peur. Et c'est logique. Mais elles sont pour moi davantage passionnantes parce que c'est aussi plein d'opportunités qui s'ouvrent à nous. Et quand je dis à nous, parce que je me sens toujours un peu rattaché au mouvement sportif, même à l'université. Et donc c'est aussi plein d'opportunités. Alors je pense que c'est ce qui peut nous motiver, c'est le en même temps qui est très à la mode. C'est en même temps il faut résoudre les problèmes immédiats, les problèmes quotidiens. Et en même temps, il faut se projeter vers ce que pourrait être la société de demain, ce que va être. On parle de ville intelligente, on parle de voitures autonomes. Il y a plein de choses qui bouleversent aussi nos réflexions sur l'emploi, etc. Et le mouvement sportif, il est confronté aussi à ces changements-là. Alors, il faut essayer d'imaginer ce que pourrait être le club en 2030. C'est un bel exercice. Et puis, du coup, imaginer comment on peut s'y préparer. Voir les risques, c'est certain. Et puis aussi voir les opportunités. Et c'est sûrement ça qui va nous motiver toute la journée. On y reviendra dans quelques instants. Je vais donner la parole à Bernard Amselem juste après. Je voudrais qu'on fasse le point avec vous, Christophe, sur ces résultats de cette étude sur l'évolution justement de la demande sportive des pratiquants qui finalement est au cœur de nos réflexions parce que ça part de là finalement. Oui, en effet, ça part de là. On sait que ce qui est important, c'est de répondre aux attentes des consommateurs finaux, alors les licenciés, bien sûr, et puis aller conquérir de nouveaux pratiquants. Donc, on avait fait un travail en fait en 2016, donc ça peut paraître loin, mais c'est aussi toujours pour moi assez fortement d'actualité pour le Conseil national du sport, qui visait en fait à analyser le décalage, ou en tout cas de savoir s'il y avait décalage entre justement une demande sociale de pratiques sportives en mutation et une offre sportive actuelle. Et donc on avait analysé finalement toute la question, tout le sujet de la demande de pratiques sportives, et ça nous avait fait conclure à 4 grandes tendances. Une tendance notable à la massification, et ça c'est une tendance historique. On a des pratiques sportives qui, depuis les années d'après-guerre, se sont vraiment massifiées. Tout le monde pratique du sport, en tout cas beaucoup de Français pratiquent du sport, et cette massification elle concerne aussi bien la pratique licenciée, puisqu'on est passé de 2 millions de licenciés en 1950 à 18 millions aujourd'hui, donc on a eu une massification de la pratique licenciée dans les clubs affiliés aux fédérations sportives, mais ça a aussi une massification de la pratique non licenciée, avec énormément aujourd'hui de personnes qui pratiquent le sport dans un cadre organisé ou non, et qui peuvent également le pratiquer de façon libre. Et à ce titre, l'étude de l'INGEP est particulièrement intéressante puisqu'elle indique que 66% des Français, donc les 2/3 des Français aujourd'hui de plus de 15 ans, pratiquent une activité sportive au cours de l'année. Ça fait quand même plus de 36 millions de Français qui pratiquent du sport, sous une forme ou sous une autre.
de façon modérée, de façon compétitive, de façon plus de loisirs. Deuxième tendance, une tendance à la démocratisation. Le sport, aujourd'hui, n'est plus l'apanage d'une certaine catégorie de population. Aujourd'hui, on a des femmes qui pratiquent, on a des seniors, et on risque d'en avoir de plus en plus dans une société vieillissante. Donc on a aujourd'hui beaucoup plus de personnes diverses et variées qui pratiquent le sport, même si, bien sûr et malheureusement, il subsiste encore quelques freins à la pratique sportive. Et il y a une troisième tendance qui est la tendance à la diversification. Diversification en termes de cibles de pratiquants. On est passé d'un monopratiquant sportif qui n'avait qu'une visée compétitive à un multipratiquant, des personnes qui veulent aujourd'hui pratiquer à la carte, pouvoir faire de la gymnastique, mais également pouvoir aller courir, pouvoir s'inscrire dans une salle de fitness, pouvoir faire beaucoup de sport dans un cadre organisé, mais aussi dans un cadre plus libre, pour avoir plus de souplesse, plus d'agilité dans leur pratique sportive et donc ne pas être soumis aux contraintes que peuvent parfois revêtir les offres proposées par les clubs. Et une diversification également dans les finalités, puisque aujourd'hui on ne pratique plus uniquement pour cette dimension de compétition, et même la compétition devient marginale dans les attentes et dans les motivations des pratiquants. On pratique pour être en forme, on pratique pour se retrouver entre copains, on pratique pour se retrouver dans la nature, voilà, un retour à la nature, retrouver les basiques de la vie, et c'est vrai que ça c'est aussi un élément à prendre en considération quand on réfléchit à l'offre de pratique sportive. Et dernier élément, un élément de concentration. Aujourd'hui, peut-être encore plus qu'hier, la demande de pratique sportive se concentre sur un nombre de plus en plus limité de disciplines. Les pratiquants sportifs sont très sélectifs dans leur choix de pratique, et donc on a une concentration tant au niveau de la pratique licenciée que de la pratique libre sur quelques disciplines, sur quelques sports en particulier. Et donc il faut aussi prendre en compte tout ça pour savoir comment on répond et comment on s'adapte à ce contexte changeant. Voilà, ça c'était pour le contexte général. Massification, diversification, démocratisation et concentration. L'étude est de 2016, mais elle vaut encore évidemment aujourd'hui. Bernard Amsalem, avant d'évoquer vos propositions pour le club de demain, parce que vous avez pas mal travaillé sur le sujet, vous allez reprendre votre casquette d'ancien président de la Fédération française d'athlétisme, fédération qui a vu peut-être encore plus que d'autres justement évoluer ses pratiques. Oui, effectivement, je suis arrivé à la fédération en janvier 2001 et j'ai passé la main en décembre 2016. Et effectivement, je me suis rendu compte, alors peut-être avec mes expériences du passé dans d'autres domaines, pas dans le sport, maire pendant 24 ans d'une ville nouvelle, cadre dans une entreprise pharmaceutique, pasteur. Bref, ces expériences-là, avec le sport aussi inclus évidemment dans ces expériences, quand je suis arrivé à la Fédé, je me suis dit qu'il fallait absolument développer, moderniser, s'ouvrir davantage. Effectivement, tout était basé sur la compétition et je pressentais qu'il y avait déjà des choses qui évoluaient. Donc, on a été les premiers, je crois, à mettre en place le sport santé, l'athlé santé, il y a 15 ans maintenant. Ça a été compliqué au début. Le ministère de l'époque ne nous suivait pas. Il a fallu attendre l'arrivée de Madame Bachelot, qui venait de la pharmacie, et qui a compris le message, parce que le sport, c'est un médicament. La différence avec le médicament, c'est que ça coûte moins cher et c'est moins nocif. Et aujourd'hui, c'est rentré dans la loi depuis 4 ans. La prescription non médicamenteuse, un médecin peut faire une ordonnance en prescrivant une activité physique et sportive dans un club. Et là, il y a une ouverture pour les clubs extraordinaire, parce que de plus en plus de gens, pour des raisons à la fois psychologiques ou de maladie, peuvent aller pratiquer un club. Et le club, pour moi, c'est le dernier rempart de la société. C'est un lieu où on partage, où on vit ensemble, où on mélange les âges, où on mélange les origines sociales, ethniques, etc. Et voilà, c'est le dernier rempart de la République, le club, pour moi, aujourd'hui. Et donc, ça permet de faire du bien à la tête et au corps. Donc, aujourd'hui, on a à peu près 27 000 malades accueillis dans des clubs. On a formé également donc, l'encadrement, des coachs athlètes santé. On a obtenu du ministère des Sports un certificat de qualification professionnelle. Donc, ce sont des salariés. Et les clubs qui s'y sont mis, ce sont des clubs qui se portent bien. On n'a pas imposé ça à tous les clubs, bien entendu. Ce sont les clubs qui se portent bien parce que ça fait donc des licenciés supplémentaires. C'était forcément des gros clubs en termes de taille. Alors, c'est souvent des gros clubs. Alors, avant de passer à ça, on avait, venant de collectivités, j'ai essayé
faire en sorte que les clubs s'organisent par rapport au territoire. Et donc dans les métropoles, dans les agglomérations, dans les communautés de communes, les clubs se sont associés. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ont fusionné. On a créé dans les statuts d'ailleurs la notion de groupement de clubs, comme il y a des groupements d'employeurs. Et vous avez aujourd'hui, par exemple, je prends l'exemple de Montpellier, c'est 27 associations sportives groupées. Et aujourd'hui, c'est un des plus gros clubs français. Le club du Mans, c'est 8 associations. Donc dans toutes les grandes métropoles, vous avez des groupements de clubs. Ça a permis de mutualiser, de professionnaliser, de créer des emplois. Et aujourd'hui, d'avoir une offre, par exemple, sur le club du Mans. Le club du Mans intervient dans tous les EHPAD de l'agglomération. Voyez, et donc là, c'est des prestations qui permettent de nourrir le club, de financer le club et de nourrir le haut niveau, parce que vous savez bien que c'est le haut niveau qui coûte le plus cher dans le sport. Donc voilà, et l'intercommunalité plus l'ouverture vers la médecine, vers les entreprises également. Il y a douzaine d'années, première expérience avec Michelin à Clermont-Ferrand, on est intervenu avec des coachs dans l'entreprise pour faire du sport aux salariés. Et quand le directeur de l'époque avait fait son étude, au bout de 2 ans, il avait vu que pour l'entreprise, c'était 25% d'absentéisme en moins et 12% de productivité en plus. Donc tout le monde est gagnant, les gens se sentent bien dans leur peau et dans leur tête, et puis l'entreprise va mieux. Donc là aussi, il y a un créneau extrêmement important pour les clubs de sport. On a le savoir-faire, mais il faut que les clubs s'y mettent. Et pour ces runners qui courent sans la fédération, qu'est-ce qu'elle a fait, la Fédération française d'athlète ? Vous savez qu'il y a aujourd'hui 10 millions de gens qui courent régulièrement. C'est une étude que nous avons faite il y a quelques années. Et donc, quand je suis arrivé à la Fédération, j'ai découvert que les dirigeants qui m'ont précédé avaient considéré que la course à pied, c'était pas de l'athlétisme, donc ils s'en foutaient. Donc la première chose que j'ai faite, c'est de réunir les principaux organisateurs, qui étaient hors fédération évidemment, pour les ramener à la fédération. Donc une grande partie d'entre eux le président actuel de la fédération était parmi eux, puisqu'il a créé Marseille-Cassis il y a 40 ans maintenant. Et donc je les ai ramenés, mais en même temps, malheureusement, le train allait plus vite que les initiatives des clubs. Et donc on a créé, au travers du numérique, un site dédié qui s'appelle Pass Running. Vous pouvez accéder en allant sur le site de la fédération. Et au travers du Pass Running, c'est pas des licences que l'on propose, c'est des adhésions, des titres de participation, comme on dit. Et donc les gens, en contrepartie, viennent chercher des renseignements. Je veux faire le marathon de Paris, comment dois-je le préparer, comment dois-je m'alimenter. Et donc derrière, il y a des gens à la Fédé qui apportent un certain nombre de services, de réponses à ces questions. Et ça permet d'avoir un lien très fort avec le running aujourd'hui. Donc vous avez ramené ces runners dans le giron de la fédération sans les licencier, forcément. Une réaction, Arnaud, à ça ? Oui, parce que ça fait écho aux propos introductifs de Denis Masseglia. Et puis évidemment, l'athlé, c'est un exemple très particulier et très fort. Mais j'ai en tête, il y a une vingtaine d'années, peut-être une trentaine d'années, l'utilisation, quand j'étais étudiant, on parlait de pratiques sauvages, de pratiques libres, de pratiques non fédérées. Peut-être avec un peu de condescendance. Et il y a peut-être un problème dans les termes qu'on utilise. On parlait de pratiques libres et avec plutôt quelque chose de négatif en tête. Et finalement, la liberté, c'est plutôt bien. Donc, on a ce principe-là. Et on voit qu'aujourd'hui, quand on fait un peu de veille, moi je le fais, je regarde un peu ce qui se passe. Et par exemple, sur le marché, des gens qui proposent des solutions alternatives, des structures commerciales, des solutions numériques, etc. Et un des premiers arguments, c'est la liberté. C'est-à-dire, en gros, faites du sport sans avoir les contraintes, et c'est extrêmement violent pour nous, mouvements sportifs, sans avoir les contraintes, en gros, des clubs et des fédérations. Et il parle de sans engagement. Vous savez, on est dans une société du sans engagement, sans contrainte, avec plus de liberté. Et je trouve que c'est extrêmement violent pour nous, pour vous, de recevoir ça. Et ils vendent, entre guillemets, leurs solutions sur ces éléments-là. Ça veut dire qu'on est considéré comme plein de contraintes, avec beaucoup d'engagement négatif et avec peu de liberté. Ça veut dire qu'en termes de communication, on a un travail à faire là-dessus. Bernard Amselem, justement, quand vous avez fait votre rapport, c'est des choses que vous avez constatées, ça, justement ? Oui, alors effectivement, j'ai fait un rapport au Conseil économique et social, dont je suis membre. D'ailleurs, j'avais auditionné Monsieur Le Petit, qui avait fait une très bonne impression à la section, je le dis, puisque j'ai pas eu l'occasion de le revoir. On verra si c'est le cas aussi aujourd'hui, hein, vous aurez le droit de voter à la fin. Donc le rapport est accessible sur le site du Conseil économique et social, hein, c'est l'économie du sport. Et effectivement, je me suis rendu compte que l'économie du sport se portait plutôt bien en France, qu'elle avait un taux de croissance plutôt élevé par rapport, je dirais, à la moyenne, mais qu'il suffisait d'appuyer sur certains boutons pour que ça se développe encore plus. Je pense qu'on n'en a pas la conscience dans le mouvement sportif de cela. Et si on veut peser davantage dans la société,
Je pense qu'il faut aussi regarder ça de très près. Et donc j'ai fait 11 propositions, 11 préconisations qui ont été donc validées par le Conseil économique, qui ont été votées, dans lesquelles, évidemment, je parle du modèle économique du sport. Je pense qu'il faut qu'il y ait une évolution à un moment donné. Nous sommes sous la forme associative depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, si on veut appréhender toute la demande sociétale, il faut peut-être s'organiser en entreprise. Alors, je ne parle pas de l'entreprise traditionnelle, capitalistique, bien entendu. Ce n'est pas ça du tout. Je propose plutôt de rentrer dans l'économie sociale et solidaire au travers de la SIC, la Société coopérative d'intérêt collectif. Il y a plein d'avantages. Le premier avantage, c'est la fiscalité. Quand vous avez des excédents dans une association, vous pouvez payer des impôts. Vous avez souvent des problèmes avec les URSSAF. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a aussi des problèmes avec les bénévoles. Parfois, il y a des interventions qui se font considérant que l'association, le club, a du travail dissimulé au travers des bénévoles qui se rendent disponibles, etc., etc. Il y a beaucoup de dangers. Dans l'économie sociale, vous avez un abattement sur les charges salariales de 25%, et globalement, sur les bénéfices, les excédents, vous avez un abattement de 50%. Et puis vous pouvez aussi bénéficier d'une TVA particulière. Donc il y a vraiment beaucoup d'avantages que nous n'avons pas dans le mode associatif. Et puis en termes de gouvernance, c'est extrêmement intéressant. Autour de la table, vous pouvez associer vos partenaires privés, vos partenaires publics. Je veux dire que le jour où vous associez tous ces partenaires, vous les fidélisez, forcément. Évidemment, les salariés, s'il y a des salariés, les usagers, les clubs, etc. Et donc, ça permet d'avoir une vraie gouvernance partagée, participative, qui aujourd'hui, parfois, est ressentie par les clubs par rapport aux fédés, avec une certaine distance. Et donc, ça peut améliorer pas mal de choses. Donc, voilà les principaux arguments. Il n'y a pas que cela. Mais donc, je préconise les SIC. Aujourd'hui, il y a des fédérations qui sont intéressées. Le ministère a fait un appel à projet. 12 fédérations donc, ont déclaré qu'elles étaient partie prenante, participantes, et elles sont suivies actuellement par le ministère, peut-être pour passer en SIC dans le courant de l'année 2020. Il y a des clubs intéressés aussi, des clubs qui sont plutôt des clubs important. Et ce qui m'a surpris, c'est que les clubs professionnels sont très intéressés. Et il y a un club de football qui s'appelle le club de Bastia, qui est déjà passé en cycle l'année dernière. C'est le premier. Mais depuis qu'il a fait, il y a d'autres clubs qui étudient la solution et qui vont sans doute passer à l'acte. Encore une fois, je repose ma question de tout à l'heure, c'est une solution qui va s'adapter à tout type de club. Aujourd'hui, j'imagine que dans la salle, on a des clubs qui ont moins d'une centaine de licenciés et qui peuvent se dire, oh là là, mais passer en entreprise, mais comment je vais faire, c'est impossible. On aura des témoignages tout à l'heure, mais peut-être votre réaction là-dessus. Oui, alors le mot entreprise parfois fait peur, ça j'en conviens. Là, on est dans l'économie sociale. L'économie sociale est un secteur qui existe en France depuis la nuit des temps, enfin non, un peu plus d'un siècle, et c'est un secteur qui se développe de plus en plus. Alors, il n'est pas présent dans le sport aujourd'hui, ça commence tout doucement, mais il est présent dans plein de sujets, le service à la personne, dans le domaine des personnes âgées, dans le domaine également de l'agriculture biologique, etc., etc. Donc, c'est un secteur qui se développe très fortement en France, qui représente aujourd'hui des centaines de milliers d'emplois, et donc c'est un secteur qui protège aussi les dirigeants, qui reconnaît les dirigeants. Souvent, le bénévole, il est un peu à la remorque. Et là, il est reconnu en tant que dirigeant. C'est plus la même chose. Et je pense que l'image du sport peut évoluer. Vous savez bien nous sommes la dernière roue du carrosse dans les politiques publiques. Regardez, l'État consacre 0,13% au sport. 0,13%, c'est pas dans le budget de l'État, c'est même pas une goutte d'eau. Les collectivités sont le principal financeur du sport. C'est entre 13 et 14 millions aujourd'hui. C'est quand même grâce aux collectivités qu'on vit, mais les collectivités ont des problèmes. Et la tendance, c'est plutôt de faire des économies. Et donc, c'est souvent les subventions aux clubs qui diminuent. Donc, si on ne s'organise pas pour à la fois répondre à la demande sociétale, parce que demain, la licence reste un acte important, mais ça ne suffit plus. Il faut aussi être prestataire de services, facturer donc des prestations dans des EHPAD, dans des hôpitaux, dans des entreprises, dans les écoles aussi, intervenir dans les écoles. Bref, parce qu'à l'école primaire, il n'y a pas de sport. Le rapport de la Cour des comptes qui est sorti au mois de novembre montre que c'est quand même une catastrophe en France. On est les derniers de la classe en matière de sport à l'école. Donc les clubs peuvent jouer un rôle. D'ailleurs, ils l'ont fait pour certains d'entre eux quand il y a eu la réforme des rythmes scolaires. Malheureusement, quand le nouveau ministre est arrivé au pouvoir, il a supprimé cette réforme qui coûtait 0 € à l'État. C'était les collectivités qui payaient. Je n'ai pas compris. Donc il y a beaucoup de fédés qui avaient fait des efforts pour rentrer à l'école. Mais on peut continuer à le faire. On peut à nouveau prendre l'initiative, s'adresser aux maires, etc. Donc là, il y a une opportunité de s'ouvrir. Et ça permettra aux clubs d'être mieux reconnus,
aux dirigeants d'être mieux reconnus et surtout de prendre une place que nous devons prendre dans la société. Regardez, une étude vient de sortir, là, il y a 15 jours, qui dit que là où il y a un nombre de licenciés en rapport avec la population important, il n'y a pas de gilets jaunes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gilets jaunes, c'est l'expression d'un mal-être, hein, de problèmes de fracture territoriale, sociétale, sociale. Et ben, ça veut dire que le sport répond à ce genre de problème. Et grâce à la pratique sportive, on répond à ce genre de problème. On ne règle pas tous les problèmes de la société, mais voilà. Et ça, cette vertu que nous avons, elle est extrêmement importante si on est encore plus, si on occupe plus, davantage de terrain au travers des prestations qu'on peut apporter. Dans ce que vous venez de dire, Bernard Amsalem, vous avez dit une phrase importante, la licence ne suffit plus. Christophe Lepetit, la question qu'on doit peut-être se poser aujourd'hui pour penser à ce club Horizon 2030, c'est qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui, cette licence fédérale? Quel lien elle crée entre celui qui pratique la gymnastique, peu importe où sur le territoire, et sa fédération? Et surtout, est-ce qu'on peut parler de service pour le licencié? Oui, alors je ne suis pas juriste, mais effectivement, je vais me risquer à une définition de la licence. La licence sportive telle qu'elle est définie par le Code du sport, elle constitue, elle crée en fait un lien juridique entre le licencié, donc la personne qui souscrit la licence, et la structure auprès de laquelle il la demande, donc la fédération en l'occurrence. Et donc du coup, ça suppose deux choses. Ça suppose d'une part qu'il y a vraiment l'existence de ce lien juridique entre le licencié et sa fédération, et ça suppose également que la fédération aujourd'hui a une connaissance physique, je veux dire du nom, de l'identité, du sexe, un certain nombre de connaissances du licencié lui-même. Passer ce cours juridique dont je me serais volontiers passé ce matin, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'en fait la licence, elle donne à la fois des droits et des obligations. Elle donne des droits aux licenciés, en particulier elle donne le droit de pratiquer la discipline ou les disciplines qui sont proposées par la fédération. Elle donne le droit de le pratiquer dans une finalité de loisir, mais aussi dans une finalité de compétition, puisque pour faire de la compétition dans un cadre officiel, il faut nécessairement être licencié auprès d'une fédération. Elle donne également le droit de participer au fonctionnement de la fédération dans un cadre statutaire défini. Évidemment, tous les licenciés ne votent pas forcément aux élections fédérales. Il peut y avoir d'autres systèmes d'organisation qui sont prévus par les statuts. Mais elle donne également des obligations. Et parmi les obligations, les licenciés doivent respecter les réglementations des fédérations. Donc, une fois qu'on a dit ça, en fait, aujourd'hui, on n'a rien dit, parce que la licence, c'est juste ça. Et je te vois sourire, je pense que tu rebondiras là-dessus, mais en fait, ça ne suffit plus. Et je suis d'accord avec vous, ça ne suffit plus. Donc il faut penser à une nouvelle licence. Il faut garder la licence, puisque ça, encore une fois, ça constitue le lien fort, mais il faut savoir quel service on associe à la licence. Quel type de licence on propose? Je pense qu'il y a eu des réflexions au sein de la Fédération française de gym autour de la licence loisir, de la licence compétition, de la licence bien-être. Vous parliez de la télésanté. Enfin, il y a plein de choses à envisager autour d'une segmentation de l'offre de licence. Et puis il peut y avoir aussi une question autour de la segmentation tarifaire de la licence, où on va faire payer plus ou moins certaines catégories de population en fonction de toute une offre de services qui est à créer. Et je pense que sur l'offre de services, mon collègue de gauche va avoir beaucoup de choses à raconter. Effectivement, Arnaud va revenir sur cette licence et ce lien-là dont on parle, ce lien qu'elle crée, bien sûr, cette licence avec la fédération, vu l'évolution des demandes, vu l'évolution des pratiques, est-ce qu'il l'est, est-ce qu'il sera encore suffisant à l'horizon 2030? Je me lance. Moi, je pense que non. Je pense que ça fait partie des plus grandes réflexions qu'on doit mener au sein du mouvement sportif, au sein des fédérations, avec l'ensemble des structures déconcentrées et des clubs. Je parle de l'expérience qu'on a menée sur l'Observatoire du sport français à l'Université de Poitiers. On travaille avec différentes fédérations. Et finalement, notre unité de base aujourd'hui, c'est la licence. Et par exemple, quand on parle de sport santé, la licence, ce n'est pas une unité qui est correcte, parce qu'elle ne nous permet pas de savoir quelle est la posologie, c'est-à-dire la quantité et puis l'intensité de la pratique. Donc ce qui serait l'idéal, ce serait d'avoir l'heure de pratique et l'intensité de l'heure de pratique. Et donc on a cette difficulté-là. Et puis dans la licence, il y a une réflexion autour du modèle économique. Et il faut qu'on évoque ce sujet-là. Aujourd'hui, je vous parlais tout à l'heure
d'un certain nombre de personnes qui essaient de venir sur le marché de la pratique sportive, des solutions numériques, des structures commerciales souvent multisports, c'est des centres commerciaux multisports. Ils attaquent autour de la question de l'engagement, etc. Et sur le modèle économique, c'est intéressant à étudier, c'est que finalement, notre modèle historique, pour en tout cas une grande majorité, c'est les adultes payent pour les jeunes, et les loisirs payent pour les compétiteurs. Et aujourd'hui, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent sur le public solvable, c'est-à-dire ils viennent sur les adultes loisirs. Donc il va nous rester, si on ne fait pas attention, il va nous rester le public non solvable, les jeunes et les compétiteurs. Et donc cette réflexion-là, elle est intéressante. Alors comment on fait pour essayer de mettre du service derrière la licence, parce qu'en tout cas, il n'est pas perçu comme ça aujourd'hui, suffisamment par les pratiquants. Je n'ai pas de réponse magique, mais en tout cas, on peut aussi regarder en disant, est-ce qu'on peut déporter un peu ce problème-là, en disant, est-ce que, c'est un peu la définition du marketing, de la licence, vous savez, c'est de la licence Disney pour mettre le logo de Mickey sur des mugs, c'est la licence. Il faut que celui qui va produire les mugs, il paye une licence à celui qui est détenteur des droits. Est-ce que dans la réflexion entre la fédération et le club, on pourrait avoir cette réflexion-là autour de la valeur de la Fédération française d'athlétisme, de gymnastique, d'aviron, etc., etc. Et puis, le service, par contre, là on peut être rassuré, le service qui est dispensé par le club et qui est entre guillemets vendu aux pratiquants, lui, il trouve écho parce qu'il y a des gens qui sont adhérents. Vous voyez, je fais la distinction, qui sont adhérents dans les clubs, il y en a beaucoup. Donc ils ont estimé que entre le prix qu'ils devaient payer et puis le service, les prestations qui sont dispensées, ça reste cohérent. On est en train de travailler sur l'Observatoire avec la Fédération française de hand sur le coût réel de la pratique pour montrer l'écart. Et là, c'est aussi intéressant pour montrer l'écart qu'il y a entre le coût réel de la pratique et le coût payé par le pratiquant. Bien, quand vous mettez la mise à disposition des équipements par les collectivités, quand vous valorisez le bénévolat, quand vous regardez les subventions directes et indirectes, finalement, l'écart, il est peut-être de 20 à 100. C'est-à-dire qu'on a peut-être 80% de réduction, finalement, entre ce qu'on devrait payer et ce qu'on paye réellement dans les clubs. Tout ça, c'est l'effort collectif, c'est le travail que vous faites bénévolement, c'est les collectivités qui, à travers la solidarité nationale, territoriale... Ça veut dire que ça passera par une augmentation de la licence ? Pas forcément, mais en tout cas, ça mérite un travail de communication qu'on n'a jamais fait, un travail pédagogique et de communication qu'on n'a peut-être jamais fait, peut-être que là, c'est là-dessus qu'on n'a pas été bon, c'est de rappeler aux gens quelle valeur a ce qu'on leur propose. Et ça, clairement, les gens n'ont pas conscience. Vous leur proposez une augmentation de 3 € l'adhésion. On a un débat qui peut durer, c'est le seul débat d'ailleurs qui dure longtemps en assemblée générale de clubs, alors que ce n'est pas forcément extrêmement intéressant. Et si on leur rappelait régulièrement que finalement, ils ont déjà 80% de réduction, dont peut-être 30 ou 40, c'est ce qu'on essaie de vérifier, avec les gens qui sont en train de leur proposer une augmentation de 2% parce qu'ils ne facturent pas leurs heures passées, eh bien le débat il serait peut-être d'un autre niveau. Réaction, Christophe ? Juste en complément de ce que tu dis, et pour faire écho à une précédente intervention, je pense qu'il y a aussi un travail de pédagogie à faire. Aujourd'hui, j'ai l'impression, en tant que licencié, ancien licencié également, que les gens qui sont dans les clubs, ils ne savent pas tout ce que remplissent les clubs comme service, parce que ça leur paraît naturel, ça leur paraît normal. Donc il y a peut-être juste un travail de pédagogie pour expliquer tout ce qu'un club fait. Et effectivement, le travail autour du prix de la licence, il sera intéressant, parce qu'il dit, enfin du prix de l'adhésion. Voilà, vous payez aujourd'hui 150, 200, 300 € peu importe à l'année, pour tout un ensemble de services que si vous alliez chercher à l'extérieur ou si vous deviez payer au prix réel, vous paieriez effectivement peut-être, tu donnais des ordres de grandeur, mais 2 ou 3 ou 4 fois plus cher. Et il y a un autre élément moi, que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, tout à l'heure, on parlait du secteur privé marchand. Le secteur privé marchand bâtit son argumentaire sur les faiblesses du monde fédéral. Mais le monde fédéral peut tout à fait bâtir son propre argumentaire sur ses forces, qui sont les faiblesses du secteur privé marchand. Qu'est-ce qu'on vient chercher dans un club ? On vient chercher de la convivialité, on vient chercher de l'encadrement pour progresser, et le progrès, c'est à la fois pour les compétiteurs qui veulent aller au plus haut niveau, mais c'est aussi pour la personne qui commence, pour le malade. C'est progresser, tout simplement savoir faire des mouvements en 3 mois qu'on ne faisait pas avant. C'est pouvoir battre un temps quand on est athlète. Et ça, c'est un club qui peut le proposer aussi à un tarif très intéressant, très compétitif, avec un encadrement qualifié, diplômé. Moi, je pense qu'il faut bâtir vraiment, il y a une question de marketing, et il y a des choses qui peuvent être faites au niveau des sièges fédéraux en apport de services, mais les clubs, et il y a beaucoup de clubs qui travaillent très bien sur ces questions-là, voilà, nous sommes un club, nous sommes une communauté, intégrez notre communauté, et en intégrant notre communauté, on va vous offrir plein de services. Et en plus de ça, vous allez vous y trouver vachement bien, parce que vous allez côtoyer plein de parents, plein d'enfants, qui sont sur votre territoire, vous allez nouer des relations, vous allez créer du lien social, vous allez créer de la dynamique sur votre territoire. C'est ça, le nerf de la guerre, c'est de rappeler vraiment ce qu'apporte le club
à ces licenciés d'aujourd'hui? Alors, je partage totalement ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'on ne fait pas suffisamment de pédagogie pour expliquer exactement ce que l'on fait. On n'évalue pas le temps passé par les bénévoles à accompagner, à encadrer, etc. Ça, c'est notre grand point faible. Et si on l'évaluait, les Anglais viennent de le faire, hein, c'est 4500 livres par bénévole et par an. Donc multiplié par le nombre de bénévoles, vous voyez le chiffre que ça peut faire, et on ne le fait pas. On devrait le faire, il y a des études qui ont été faites, mais qui ne sont pas assez précises. En ce qui nous concerne, nous avons plusieurs types de licences. Il n'y a aucun rapport entre la licence compétition et la licence santé. La licence santé, on sait aujourd'hui, parce qu'on vérifie, on suit ça de très près, on a 27 000 malades envoyés par des médecins, il y a 47 pathologies représentées, la pathologie la plus importante c'est les cancers, après c'est les diabètes, on a même des Alzheimer, etc. Et on voit d'ailleurs que pour les Alzheimer, les Canadiens viennent d'inventer un concept de sport adapté aux Alzheimer, la boxe. Et mais les Canadiens sont toujours en avance sur nous. Alors la boxe, c'est pas le combat, hein, c'est l'entraînement, que ça, hein, devant donc d'un punching ball, et ils se rendent compte que ça fait du bien et ça améliore la santé des Alzheimer. Donc vous voyez, il faut s'inspirer de bons exemples. Nous nous sommes inspirés de l'exemple canadien pour mettre ce qu'on a mis en place. Nous sommes allés les voir, ils nous ont donné leur logiciel et qu'on utilise toujours pour tester les personnes et ensuite faire une prescription. Donc ce sont des médecins évidemment qui font ça. Bref. Nous avons des licences différentes. La licence biathlé, c'est pas la licence santé, c'est pas la licence running, c'est pas la licence compétition. Donc il faut diversifier l'offre donc de services au travers de toutes ces licences. Mais en plus, être capable de aussi proposer des prestations. Hein, je l'ai dit, à des entreprises, à des hôpitaux, etc. Aujourd'hui, on a une très forte demande. Si les clubs ne s'y mettent pas, forcément, ce sont les autres, c'est-à-dire soit le privé, soit d'autres associations. Il y a déjà, ça existe déjà. Regardez, dans les EHPAD, Ciel Bleu, c'est une association qui a été créée il y a quelques années et qui aujourd'hui a 30% du marché d'EHPAD sur l'accompagnement du vieillissement. Nous, on a le savoir-faire. Pourquoi on n'est pas présent, suffisamment présent? On est très peu présent dans les maisons de retraite. On aura peut-être des réactions dans la salle dans quelques instants sur ce sujet. On a beaucoup parlé depuis le début de ces interventions des bénévoles, des dirigeants, de ceux qui font vivre ces clubs au quotidien. Et ça fait partie des choses qui sont remontées des états généraux territoriaux, des choses qui seront dites aussi tout à l'heure. Et bien sûr, ces besoins humains dans l'encadrement, dans le fonctionnement du club. Christophe, vous avez travaillé sur justement l'emploi au sein de la Fédération française de gymnastique, fédération qui est plutôt bien structurée. Néanmoins, peut-être qu'il faut qu'elle avance aussi dans ce sujet sur la formation de ces encadrants. Oui, alors je ne me risquerai pas à donner mon avis technique, hein, qui est très limité en termes de gymnastique, mais on avait fait cette étude-là en 2012, qui suivait en fait une précédente étude qui avait été faite 10 ans avant, sur l'emploi au sein de la Fédération française de gym. Et effectivement, les enseignements étaient que la FFGym était parmi les fédérations qui étaient bien encadrées. On avait plus de 3000 salariés au sein de la fédération, dont une bonne partie à temps plein ou en CDI, et une très très large majorité, 96% des salariés qui exerçaient des fonctions d'encadrement sportif. Donc une fédération au sein de laquelle on peut trouver justement des conseils, on peut trouver un encadrement, on peut trouver le cadre pour s'épanouir, pour progresser. Mais effectivement, peut-être que ça ne suffit plus aujourd'hui, et peut-être que ça ne suffira plus demain, surtout, puisqu'on doit réfléchir aussi aux enjeux de demain, et qu'il faudra diversifier un petit peu la formation et surtout la finalité de la formation pour savoir à quel type de public on s'adresse. Très clairement, les encadrants aujourd'hui me semblent de qualité pour s'adresser à un public qui vise la compétition et pour accompagner les sportifs qui le souhaitent vers le plus haut niveau. Il faut aussi proposer, et ça représentait une part non négligeable des emplois, des offres aux plus jeunes, donc les 4-5 ans, les 6 ans, les femmes, les seniors, les EHPAD, effectivement, il y a beaucoup de choses à créer à ce niveau-là. C'est un enjeu hyper important, puisque c'est un enjeu pour les clubs de pérennisation de l'emploi sportif, et ça je pense que vous le vivez au quotidien, savoir comment vous allez pérenniser vos emplois, surtout dans un contexte de réduction des subventions et de diminution. Effectivement, le nerf de la guerre, c'est le budget. Donc ça c'est très très
très important. Je pense qu'ils veulent tous plus d'encadrants et de gens salariés dans leur club, mais ils se disent Comment on fait déjà pour garder ceux qui sont chez nous et comment on fait pour aller en recruter? Ça passe aussi par la diversification de l'offre. Et vous évoquiez tout à l'heure la possibilité de créer des pôles sportifs territoriaux avec d'autres associations. Oui, mais allons-y, offrons des possibilités de pratiquer plusieurs activités sportives sur un territoire donné. On a peu parlé du territoire, mais en fait tout part du territoire. Quels sont les enjeux des territoires? Quels sont les besoins des territoires? Et comment, en tant que club de la Fédération française de gym, je peux apporter une réponse partielle qui, dans un cadre plus global, avec éventuellement d'autres clubs, d'autres disciplines, peuvent faire en sorte de répondre à ces enjeux-là. Donc il y a des enjeux sur cette diversification, sur cette ouverture à d'autres secteurs, et donc la formation des encadrants, elle doit aussi intégrer ces notions-là. Il faut former les encadrants aussi à de l'accueil de tous les publics, y compris des personnes en situation de handicap et de handicap lourd, parce qu'on est peu présent dans ce secteur-là aussi parce qu'il y avait une question de crédibilité. Jusqu'à une période récente, le mouvement sportif n'apparaissait pas crédible pour aller chercher ces publics-là. Et à quel titre? Bien sûr que si, les encadrants diplômés sont crédibles et peuvent accueillir ces publics-là. Donc ça fait partie des enjeux, et à mon avis, il faut vraiment creuser cette question de la diversification. Et je pense qu'il y a plusieurs sujets. Il y a la mutualisation entre sports, il y a la mutualisation avec d'autres services territoriaux. On peut tout à fait être éducateur sportif pour un temps et puis aller travailler ensuite dans la culture, dans l'éducation nationale, dans l'éducation populaire, dans le social. Il y a la question de l'ouverture et de la diversification des compétences, l'encadrement sportif, l'encadrement administratif, la communication, parce que c'est hyper important. Comment aujourd'hui on se saisit de l'opportunité que représente le numérique pour développer effectivement la connaissance de notre offre sportive et pour aller chercher un public. Et puis pourquoi pas aussi réfléchir à des formations qui soient multisectorielles, c'est-à-dire qui puissent permettre de faire de l'encadrement sportif, mais aussi d'autres fonctions au sein des territoires, encore une fois, pour s'adapter aux enjeux des territoires. On a parlé de cet encadrement. Parlons avec vous, Arnaud, des dirigeants. Un rôle dirigeant de club qui est amené à évoluer, selon vous. Pourquoi ? Alors oui, je vais répondre oui à toutes les questions sur le changement, comme ça sera simple. Mais le président tout à l'heure a dit si on ne change pas, on recule. Voilà, alors allons-y, on est parti pour changer aujourd'hui. On va changer en bien et vite et fort, parce qu'on est obligé de le faire vite et fort en plus. Il y a presque un paradoxe aussi dans les échanges qu'on a, c'est que, et nous on l'a vérifié dans le cadre d'enquêtes qu'on a fait aussi auprès de clubs d'autres fédérations. C'est ça qui est intéressant, parce que c'est aussi de s'ouvrir... vous maîtrisez bien toutes les données concernant votre fédération, mais c'est bien de regarder ce qui se passe ailleurs. Et on a retrouvé sur 2 fédérations qu'on a questionné on a questionné les présidents de clubs, et on a obtenu une information intéressante, c'est-à-dire que la fédération, depuis plusieurs années, enfin ces fédérations réfléchissent mais on le fait depuis notamment les emplois jeunes, nouveaux services, nouveaux emplois, vous vous rappelez, et on s'était dit, il faut des nouveaux publics, il faut des nouvelles prestations, etc. Tout ça, c'est très bien. Donc les fédérations impulsent ça. On a des fédérations qui étaient des fédérations compétitives. C'est souvent celles qui ont presque plus de retard que les autres, parce que les autres ont été obligés de réfléchir tout de suite au service, alors que celles qui étaient compétitives avaient ce quasi-monopole, et donc arrivent à tenir là-dessus. Et donc quand on regarde ces fédérations compétitives, elles ont développé des offres loisirs, des offres avec leurs pratiques et santé, etc. Et le paradoxe qu'on a, c'est que finalement, quand on interroge les dirigeants de clubs, et n'y voyez là aucun jugement de ma part, au contraire, eux disent, mais finalement, ça ne correspond pas à mes motivations d'engagement bénévole, je reprends le mot d'engagement, vous voyez, je le positif cette fois-ci, mes motivations d'engagement bénévole, elles n'étaient pas là. Et donc finalement, pour ne pas le citer, c'est le hand, les dirigeants du hand nous disent, moi le hand fit, c'est-à-dire le hand fitness, ça ne correspond pas à ce pourquoi je suis venu dans le club. C'est sûrement très bien, c'est sûrement une opportunité, ça correspond sûrement à un besoin du public, mais moi, je suis venu bénévolement, je ne gagne pas d'argent, je m'investis, parce qu'en gros, mon fils ou ma fille s'est engagé dans le hand, joue dans l'équipe 1, elle passait de minime à cadette, etc. Je suis ça. Et c'est quand même compliqué d'essayer de, faire passer cette information-là, 2, convertir en disant passer autant de temps, passer autant d'énergie à ce que, pour eux, ils nous répondent, mais pour moi, c'est pas du hand, ou pour moi, c'est pas du tennis, si je reprends la fédération dans laquelle je suis un peu plus, d'autres formes de pratiques. Et on est confronté à ça. J'imagine que dans la gym, alors faut pas dire parcours, je crois, faut dire, enfin, vous connaissez ça, Marc. Mais peut-être que des gens dans la gym disent, c'est pas de la gym, c'est pas pour ça que je me suis engagé, etc. Ce qui peut poser ce problème-là. Donc on a une différence entre une vision prospective de la fédération en se disant il faut y aller parce que il faut obtenir des marchés, il faut finalement gagner aussi un peu d'argent pour pouvoir le réinvestir peut-être sur ce pourquoi on croit et qui est déficitaire.
Et finalement, on peut avoir des dirigeants de terrain qui nous disent « oui, mais moi, ça ne correspond pas à mon engagement, j'ai pas envie de le faire ». Et l'emploi, c'est pas la réponse, c'est pas suffisant, c'est une partie de la réponse, mais c'est certainement pas toute la réponse. Donc, il faut réussir à être plus en phase entre la fédération et les clubs sur ces questions-là. Et c'est franchement, j'ai pas la solution, c'est franchement compliqué. Est-ce qu'il faut du coup faire évoluer ce bénévolat qu'on cite depuis tout à l'heure? Oui, je vais répondre oui tout le temps. Oui, et en fait la question c'est pas est-ce qu'il faut, c'est comment on peut faire. Et moi, d'abord, je pense qu'il y a, et puis je vais faire très court. Je pense que la base, c'est ça se fait dans toute la société. C'est vraiment très à la mode, mais je pense que ça sera quelque chose d'assez durable. C'est peut-être de déverticaliser aussi nos organisations. On le voit dans l'entreprise, où on est en train de réfléchir davantage, et on a les moyens avec les solutions numériques, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais on a peut-être les moyens aussi de déverticaliser notre fonctionnement, qu'on a peut-être copié beaucoup sur des administrations parce qu'on en était proche, peut-être qu'on les a copiés sur le monde de l'entreprise d'avant, et peut-être que les entreprises sont finalement plus agiles et changent, et peut-être que du coup ce lien entre fédération, ligue, comité, club, peut-être qu'on l'a historiquement créé de manière assez verticale et peut-être qu'il faut le remettre un peu plus à l'horizontale et favoriser ces interactions. À mon avis, c'est ce que vous prouvez aujourd'hui avec ces états généraux, avec des phases territoriales. Voilà. Et je pense que ça, c'est la clé de l'engagement des bénévoles aussi pour qu'ils engagent le changement et que non pas ils fassent perdurer ce qu'ils ont connu, normalement en tant qu'athlète, en tant que sportif, et puis en tant que dirigeant derrière. Donc le changement, c'est compliqué, et peut-être que si on leur donne davantage la parole, c'est ce que vous êtes en train de faire, on y arrivera plus facilement. Une réaction, Bernard Messalem. Oui, alors effectivement, on parle toujours il faut s'adapter à la société de demain. Elle est déjà là, la société de demain. Hein. Donc on est déjà en retard. Je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, le bénévole. Le mot bénévole, moi, il ne me plaît pas du tout, et j'ai jamais voulu utiliser ce mot-là. Je préfère volontaire. Parce que dans le nom de volontaire, il y a l'engagement. La notion d'engagement est plus forte. Et le bénévole, souvent, il est considéré comme un peu... oui, bon, il est là, mais bon, il n'est pas important, quoi. Hein. La vision qu'on a du bénévole, notamment des autorités, ceux qui sont au-dessus de nous, des collectivités ou autres, il faut vraiment peut-être faire évoluer ça. Alors, ce n'est pas qu'une question de mots, hein, de noms, c'est vraiment une question d'engagement dans la société. Deuxièmement, par rapport au territoire, il faut passer d'une stratégie de clocher à une stratégie de projet. Ça, on n'a pas encore fait partout. Et il faut absolument réfléchir au-delà du territoire, au-delà de limites communales. Au-delà de sa commune, il faut aller plus loin. Exactement. Au niveau ça a été dit par M. Le Petit tout à l'heure, il faut aussi peut-être, on utilise souvent à plusieurs le même équipement. Hein, dans un gymnase, il peut y avoir plusieurs sports, sur un terrain extérieur, etc. Pourquoi on n'essaye pas de travailler avec les autres associations en même temps? Pourquoi on ne passe pas des accords pour développer les pratiques et avoir une offre de service encore plus importante que le seul service de notre sport? Ça, c'est possible, certains le font déjà, mais c'est très minoritaire. Donc il y a comme ça des évolutions, j'allais dire, culturelles qu'il faut appréhender dès maintenant. Et c'est vrai que le système vertical, c'est le système de la loi sur le sport en France depuis les années 60. Hein. Tout tombe d'en haut, donc on attend que ça tombe et que ça arrive. Donc on ne prend pas l'initiative d'aller chercher les choses. Il faut que ça cesse aujourd'hui. Il faut changer ce système-là, qui est un système, entre guillemets, soviétique. Hein. Il faut passer à un autre système demain. Et il est temps de s'en rendre compte, et il est temps de réfléchir à un mode de gouvernance, un mode d'intervention plus lié aux nouvelles technologies, au numérique, à la demande sociétale. C'est vraiment, on est déjà en retard là-dessus. Justement, voilà. on va y venir. On a parlé de diversification, de se rapprocher finalement du fonctionnement du monde de l'entreprise. Il faut qu'on parle de numérique et de digitalisation. Forcément, on est déjà en retard. Alors, je ne sais pas si à la Fédé de Gym, on est en retard ou pas, mais effectivement, peut-être que ça peut aider à penser le club de demain. Arnaud ou Christophe? Alors moi c'est le sujet qui m'anime depuis quelques années. Juste un petit coup de publicité, mais on co-organise l'Université de Poitiers et le Comité olympique français le 17 mars au Futuroscope, la 3e édition d'Innovation Sport. On est descendu d'un cran, on n'est plus sur de l'acculturation du numérique,
Bon, parce que c'est déjà là. Donc on n'est plus sur l'acculturation, il a fallu le faire, c'était il y a 2 ans. Là, on est sur transformer les pratiquants en licenciés grâce au numérique. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut aller dans le dur, il faut parler des choses, y compris des choses qui fâchent, pour avancer. Donc ça, c'était le premier point. Rendez-vous le 17 mars au Futuroscope, c'est pour vous, donc vous êtes les bienvenus. Alors le numérique, quelle place il peut avoir et quelle place il a déjà et quelle place il pourrait prendre dans nos structures, forcément important. On parle d'ubérisation, on parle de disruption, on parle de digitalisation, de tous les termes que vous voulez. Il y a un collectif que j'aime beaucoup, alors ils sont un peu moins actifs maintenant, ça s'appelle les Barbares Attaques. Et les Barbares Attaques, ils l'ont fait pour différents secteurs d'activité, ils ne l'ont jamais fait pour le mouvement sportif. Ça aurait été super intéressant que les Barbares attaquent le mouvement sportif. C'est-à-dire comment ils l'ont fait pour l'éducation nationale, ils ont fait les Barbares Attaques Pôle emploi. Ils ont dit comment on pourrait procéder pour ubériser, si c'est le terme qu'on utilise toujours, même si je ne l'aime pas beaucoup. Il faut en trouver un autre. Ouais. On l'aime pas trop celui-là. Parce que c'est déjà négatif en soi pour nous. Mais comment on pourrait faire pour venir disrupter ce secteur-là et lui faire du mal, finalement? Alors, pour moi, il y a 2 réponses. La première, c'est d'abord être hyper en veille sur tout ce qui se passe, regarder ce que proposent les autres, et puis se dire, on ne va pas trouver la solution seul, on va peut-être le faire avec l'écosystème, dans nos dirigeants, dans nos licenciés, dans nos pratiquants, dans nos associations, dans les startups, Il y a des gens qui trouvent des solutions, il faut qu'on soit déjà extrêmement ouvert à ça, et puis qu'on vienne les prendre, et puis travailler avec eux pour les faire rayonner sur l'ensemble du territoire national. Ça, c'est mon côté girondin, pas de Gironde, mais de Poitiers. Ça, je pense que c'est essentiel. Et puis peut-être, je ne vais pas parler de technique sur le numérique, même si je dis toujours à mes étudiants, par exemple, quand on parle beaucoup de réseaux sociaux, je leur dis un réseau social, c'est aussi le club sportif, c'est un réseau avec des liens sociaux. Parce que réseaux sociaux, maintenant, c'est devenu Twitter, Facebook, Instagram. Mais réseaux sociaux, il n'y a pas marqué réseaux sociaux numériques. Donc un club, c'est un réseau social. Peut-être pas assez numérique, ça on pourra en reparler. Et donc quand on est sur ces questions-là, il faut qu'on pense globalement. Michel Serres disait pour l'éducation, il disait si numériser l'éducation, c'est penser qu'on doit prendre un maître de conférence, le filmer et puis le mettre sur Internet, on n'a rien compris. On doit repenser complètement l'ensemble du système de l'éducation parce que finalement, mes étudiants, pas n'importe quel étudiant lui, mais ils viennent avec déjà, ils ont le savoir en main. C'est des petites poussettes, et donc du coup, ils partent de ce principe-là. Donc nous aussi, il faut qu'on repense globalement tout le système avec ces solutions-là. Et puis finalement, ça vient à quelque chose qui n'est pas du tout numérique, c'est la réflexion de base, et je pense qu'on est sur le meilleur lieu pour en parler, à la Maison du Sport Français, qui est un lieu de réunion de toutes les fédérations. Et là, à mon avis, c'est le principe de coopétition. C'est-à-dire que historiquement, on a beau dire ce qu'on veut, on est en concurrence, fédération contre fédération, depuis longtemps. Ça fonctionnait. Peut-être qu'aujourd'hui, malgré le fait qu'il y ait des instances, etc., peut-être qu'aujourd'hui, il faut se rendre compte que le danger, il n'est plus en interne, entre les petits copains à droite, à gauche, mais il vient peut-être d'autres secteurs. Les hôtels, longtemps, ils se sont tirés la bourre et ils se sont dit on est en concurrence sur un même territoire, puis ils ont vu Airbnb arriver, ils se sont dit peut-être qu'à travers des clusters, à travers des réflexions sur nos tarifications avec des outils numériques, il faut peut-être qu'on travaille ensemble, dans un premier temps, coopérer, pour ensuite, et c'est normal, pour ensuite être en concurrence. Mais peut-être qu'il faut d'abord faire grossir le gâteau avant de penser à se le partager. Et nous, l'idée, c'est ça, c'est de transformer des pratiquants en licenciés avant de se dire est-ce qu'ils seront à la fédé de gym ou à la fédé d'athlé ou à la fédé de golf, ou etc., etc. Donc la réflexion numérique et digitale, elle doit se faire interfédé. Ouais. D'ailleurs, je peux vous dire qu'on a un certain nombre à échanger très régulièrement avec des fédérations. Je ne connais pas beaucoup de fédérations qui ne réfléchissent pas à la place du digital et à l'évolution de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, la licence, qui à mon avis sont très liés. Je ne connais pas de fédération qui ne mène pas ces réflexions-là. Sauf qu'à un moment, il va falloir vraiment qu'on les fasse ensemble. Et c'est pour ça que je dis que cet endroit-là, il est symbolique de ça. Il faut qu'on le fasse ensemble parce que, encore une fois, le danger, il me semble venir non pas de l'intérieur, mais plutôt de l'extérieur. Donc c'est peut-être le moment de serrer les coudes. Bon, et donc il faut se retrouver le 17 mars à Poitiers, c'est ça? Il y aura probablement des échanges de bonnes pratiques et des premières idées. On va s'arrêter dans quelques instants. Je suis sûre que vous avez une ou deux questions avant qu'on conclue. Rapidement, d'un mot à chacun. On l'a vu, les défis sont grands pour aller vers ce club de 2030. Est-ce que néanmoins vous êtes optimiste sur la capacité des clubs, quels qu'ils soient, de quelque taille qu'ils soient, à s'adapter au changement finalement? Bernard Amsalem.
Moi, je suis un éternel optimiste, donc je réponds oui, bien entendu. Je pense qu'il faut effectivement, il y a plusieurs, ça a été dit, hein, le système de verticalité, il faut repenser le système sur un mode beaucoup plus participatif, beaucoup plus représentatif de la Donc là, réalité. ça part bien plutôt, territoire. hein, ici. Absolument. Bon. Je vais vous donner un exemple, un seul exemple. C'est le prix de la licence. Il est fixé par la fédération. Et ensuite, il y a une déclinaison de répartition au niveau régional et au niveau départemental. Moi, quand je suis arrivé à la Fédé, j'ai dit non. Chacun va fixer son prix, sa part départementale, régionale. C'est de la responsabilité de chaque niveau. Et la fédération fixe son prix. Et c'est l'addition des trois qui fait le prix de la licence qui arrive au club, qui ensuite rajoute sa part pour la cotisation du licencié. Rien que ça, ça responsabilise les différentes strates et ça permet aussi au terrain, enfin au club, de pouvoir rappeler à l'ordre tel président départemental ou régional sur ce qu'il fait en échange ou ce qu'il ne fait pas en échange de ce qu'il encaisse. Donc rien que ça déjà, ça peut faire évoluer les mentalités. Vous voyez, c'est pas grand-chose, hein, mais aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de fédés qui font comme ça. Hein. Donc voilà la première chose. Bon, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit sur le numérique, etc. Là-dessus, il y a vraiment beaucoup de progrès à faire, même si on est tous utilisateurs, évidemment, mais ça ne suffit pas, il faut aller beaucoup plus loin, il faut faire participer les gens également, les adhérents, et puis il faut s'ouvrir à la société. Nous sommes présents sur tout le territoire, quels que soient les territoires, nous sommes à la fois dans les zones rurales, dans les zones urbaines, dans les quartiers sensibles, nous sommes un des rares mouvements sociaux à être présents partout. Eh bien, écoutez, il faut le valoriser tout cela. Et ça nous permet, me semble-t-il, si on s'ouvre davantage, à aller chercher les jeunes dans les quartiers, aller faire d'animation dans des secteurs un peu délaissés, etc. etc. Et ça, c'est des choses qui pourront nous donner de la valeur petit à petit et sans doute de la reconnaissance aussi dans le monde dans lequel on vit. Merci beaucoup Bernard Amselem, plutôt optimiste. Christophe. Oui, optimiste aussi, avec les limites qu'on a évoquées ce matin. Optimiste parce que le mouvement sportif, effectivement, est partout, est présent partout, a de nombreux atouts à valoriser. Le mouvement sportif remplit des missions de service public. Il faut juste aussi l'accompagner dans l'évaluation de ces missions et donner des arguments forts pour dire, parce qu'on parle beaucoup de lien social, on parle beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'on en est tous convaincus. Enfin, je pense que ici, ça ne sert à rien qu'on vous dise ça, vous le savez, mais il faut le faire savoir aussi en extérieur. Et donc, je pense qu'il y a besoin aujourd'hui d'avoir quelque part des sortes de boîtes à outils qu'on va mettre à la disposition des gens de terrain, des acteurs de terrain, c'est-à-dire des clubs. Alors des boîtes à outils sur de l'argumentaire marketing, des boîtes à outils sur l'utilisation du numérique. Les natifs digitaux, ils ont déjà 10-15 ans aujourd'hui, donc en 2030, ils auront 25 ans. Arnaud, ils n'utilisent plus Twitter et Facebook, hein, les natifs digitaux. Non, ils sont passés à autre chose. Il faut oui, que là, on est déjà à la bourre complet. Hein. Donc moi, je pense que je suis optimiste, justement parce qu'il y a un réseau d'une puissance et d'une force qui n'existe pas ailleurs. Et je suis optimiste aussi parce que je suis d'un naturel optimiste, mais parce que je pense qu'on va s'ouvrir et que le mouvement sportif va s'ouvrir. On le voit. On n'est plus dans une logique de concurrence, en particulier avec les acteurs privés marchands. La Fédération française de football travaille avec le Five. La Fédération française de montagne et d'escalade travaille avec les structures privées. Donc je pense qu'il y a un mouvement qui est enclenché. Il s'est enclenché un peu tard, à mon goût, mais en tout cas, il est enclenché. Et je pense que, justement, par rapport aux évolutions sociétales, comme les gens quittent les clubs pour ne plus faire de la compétition, mais se recréer leur propre compétition, les clubs auront demain des arguments pour les accueillir à nouveau. Merci beaucoup pour cette conclusion. Arnaud, le dernier mot. Je voulais dire que j'étais optimiste, mais j'aimerais bien ne pas me démarquer de mes copains, donc je vais dire que là, je suis optimiste aussi. D'abord, l'histoire nous montre que le mouvement sportif, il a connu des crises, etc. Il a toujours su rebondir, donc on peut estimer que c'est un changement majeur, mais qu'il sera passé outre. L'inquiétude que j'ai quand même, c'est que se rassurer en se disant on est partout sur le territoire, c'est tout à fait vrai, mais on a des contre-exemples aussi. Quand le groupe Accor, qui est le groupe qui a le plus d'hôtels sur l'ensemble du territoire, se dit un concurrent, je le verrai venir, et que Airbnb se crée, il ne l'a pas vu venir. Donc après, il a su rebondir, etc. Mais ça peut être violent aussi. Par exemple, les acteurs numériques, ils arrivent, on ne les voit pas venir, ils contournent presque la loi, mais ils sont dedans. Donc il faut quand même se méfier aussi de ça, même si c'est une vraie force, et on a intérêt à mieux communiquer. Ça, c'est, à mon avis, la base. Ensuite, peut-être un exemple pour être optimiste, c'est que je suivais une page Facebook de runners avec de plus en plus de gens qui se donnaient des rendez-vous sur Facebook pour courir. Et puis, parce que la publication sur Facebook, ça correspond à la tranche d'âge des gens qui courent, c'est plutôt voilà. Et puis, il y a de plus en plus de personnes. Et puis, ils ont été interrogés, ces gens-là.
Et on leur a demandé, c'est quoi la suite? La suite, c'est un peu plus, on court ensemble. Et puis les gens disaient, mais pourquoi finalement vous ne courez pas avec d'autres? Et puis finalement, on se donne des conseils. Mais comme les conseils, il y en a 50 000 sur Internet pour bien courir, pour préparer un marathon, n'importe quoi. Oui, mais ils disaient, oui, mais là, par contre, c'est quelqu'un que je connais qui me donne ces conseils-là, donc j'ai confiance dans son conseil. D'accord? Et puis ça continuait, ils se donnaient des rendez-vous, etc. Ils faisaient des projets. Et puis ils ont dit, c'est quoi la suite? La suite, c'est de créer une association. C'est le numérique qui fait qu'on est revenu. Et puis finalement, s'il y a un intérêt, c'est s'affilier à la Fédération française d'athlétisme. Donc la boucle, elle peut aussi être bouclée dans l'autre sens. Donc ça c'est plutôt intéressant, ce qui fait que je pense qu'on peut être optimiste. Et puis une journée comme celle-ci, ça nous permet aussi d'être optimiste en se disant plus on y réfléchit tôt, ensemble, collectivement, plus on peut croire qu'on va passer cette difficulté-là et convertir les risques en opportunités. Merci beaucoup en tous les cas à tous les trois pour vos interventions. Je suis sûre qu'il y a une ou deux petites questions dans la salle. Il y a des micros qui vont circuler. On n'a pas énormément de temps, mais c'est important que vous ayez la parole et que vous la preniez en réaction pour partager une expérience si vous avez une question. Aujourd'hui, on est, en tant que président de Fédé, on est harcelé par l'URSSAF. Il y a des contrôles permanents. Je ne sais pas si vous le vivez à la fédération de gym, comme nous à l'athlé. Dès qu'on décide de donner une prime à un athlète parce qu'il a réussi, il est champion d'Europe ou autre, bref, on se fait contrôler et il a fallu à chaque fois trouver des juristes de très haut niveau pour se défendre et on a souvent gagné. On a fait faire 60 000 euros d'économie pendant les dernières années parce que voilà, c'est la taxe que l'URSSAF voulait prendre chez nous. On est en danger en système associatif. On est vraiment en danger. Et vous voyez, on organise les championnats d'Europe d'athlétisme au mois de fin août, début septembre, ici à Charletti. Eh bien, les conducteurs de voitures, ceux qui vont accompagner soit des dirigeants, soit des athlètes, etc., eh ben, on nous a interdit de prendre des bénévoles. Sinon, on était taxé, c'était du travail dissimulé. Vous voyez, donc ça commence. Je pense qu'on est vraiment en danger, on s'en rend peut-être pas compte. Et donc, en passant en SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, on devient une société, une entreprise. Et là, les règles sont très claires. La loi de 2014 précise bien les choses, la dernière loi sur l'économie sociale, et vous avez droit à des abattements fiscaux, à des réductions sur les bénéfices, les excédents. Vous avez aussi la possibilité d'avoir une TVA particulière, moins forte que la TVA habituelle, autour de 20%. Bref, c'est une sécurité. La reconnaissance du dirigeant est aussi dans la loi. Vous voyez, donc c'est pour ça que je préconise ça depuis longtemps, parce que j'avais fait un rapport il y a 4 ans dans le cadre du Conseil national du sport sur l'économie sociale et le sport, qui est resté un petit peu en attente et qui aujourd'hui rebondit avec le deuxième rapport au Conseil économique. Donc vraiment, je dis aux dirigeants, si vous voulez être sécurisés sur ce plan-là, changez de statut. Je veux dire, c'est clair. Demain, vous avez un statut qui précise les choses, qui vous protège. Aujourd'hui, on n'est pas protégé. Voilà. Mais ça voudrait dire que déjà, statutairement parlant, il faudrait déjà modifier les statuts, probablement. Que d'autre part, toute la chaîne, j'allais dire, de la fédération, du comité régional, du comité départemental et ensuite des clubs, suivent également donc la même proposition d'en arriver à ce niveau-là, parce que ça voudrait dire qu'apparemment, si ce n'est pas le cas, on va avoir probablement des problèmes pour certaines prestations qui vont être soumises à la TVA et qui vont devenir beaucoup plus chères que d'autres qui ne le seraient pas. Oui. Alors aujourd'hui, il y a des clubs qui sont passés en SIC, des clubs en athlétisme. Il y a un club qui est spécialisé dans les trails, les courses de nature, qui s'est mis en SIC, par exemple. Alors là, on voit bien que la prestation de service, elle est particulière. Il n'y a pas que des licenciés, il y a aussi, on accompagne des vacanciers qui viennent à la montagne, etc. Donc c'est un peu différent. Ok. L'idéal, c'est qu'effectivement, ça parte d'en haut, donc de la fédération. Du coup, après, dans ce système-là, la Ligue et le comité départemental deviennent des filiales. Vous voyez, ça change la nature des relations entre le niveau national et le niveau territorial. Ça change beaucoup de choses. Et puis après, les clubs, ça dépend de l'importance du club, ça dépend de l'importance territoriale. Aujourd'hui, les clubs qui se sont structurés sur des territoires intercommunaux sont de petites entreprises avec des salariés, beaucoup de salariés. Ça va jusqu'à 30 salariés, certains clubs. Donc, ce sont des entreprises. Et du coup, le statut de SIC, ça s'adapte parfaitement à cette nouveau statut, quoi. Merci beaucoup, monsieur, pour cette intervention. Une réaction de Pascal Jourdan pour la Fédération française de gym.
On vient de voir les avantages du SIC, mais il y a aussi quelques inconvénients. Moi, je voudrais avoir ton avis là-dessus. Au niveau de la gouvernance, elle est partagée quand même. N'y a-t-il pas là un risque de perte d'indépendance de nos associations, voire des fédérations? Les dirigeants restent majoritaires. Elle est partagée, mais les dirigeants de la fédération restent majoritaires. Par contre, on peut associer les partenaires publics, collectivités, si vous avez une convention avec une collectivité, c'est possible. Vous pouvez associer les partenaires privés, les sponsors. Encore une fois, je pense que c'est un mode de partage, de gouvernance qui permet de fidéliser. Autour de la table, une fois que vous avez ces partenaires-là, vous pouvez les garder longtemps parce qu'ils vont comprendre comment vous fonctionnez, ils vont participer aux décisions. Et puis, il faut effectivement associer les salariés, ça me paraît tout à fait naturel. Et évidemment, les membres, c'est-à-dire les clubs, qui sont les cellules de base des fédérations. Juste en complément, c'est vrai que le sujet de l'autonomie du mouvement sportif a souvent été évoqué. Maintenant, je pense qu'on a évoqué aussi tous les trois ce matin la nécessité de s'ouvrir. Alors, il ne s'agit pas de vendre son âme au diable et de faire totalement autre chose que ce pourquoi on est venu au sport et ce pourquoi on propose des services sportifs, mais s'ouvrir à ses partenaires sur un territoire donné et s'ouvrir à l'extérieur, l'ouverture ne me paraît plus une option, c'est une obligation. Il faut pouvoir co-construire des projets sur des territoires donnés. Et je pense que ce statut-là, mais on peut trouver d'autres, certainement des associations, des ouvertures dans le cadre associatif aussi, sous d'autres formes, mais ce statut-là le permet et constitue très certainement une réponse adaptée, une des réponses, peut-être pas la réponse, à un vrai problème de fond. On va prendre une dernière question sur cette thématique, même s'il y en aura d'autres au cours de la journée, monsieur. Oui, bonjour. Je voudrais simplement revenir sur votre optimisme de fin de discours pour peut-être le moduler un peu. Moi, je ne suis pas aussi optimiste que vous dans ce que j'ai entendu, de par le fonctionnement inhérent de notre fédération, de notre structure. On va vers une suppression d'énormément de petits clubs. Ou alors, il faut qu'on ait les moyens, mais actuellement, à la gym, on n'a pas les moyens de faire des regroupements de clubs où chacun garde sa spécificité, ou alors il faut qu'on ait les moyens et qu'on incite les clubs, effectivement, regroupez-vous, mais gardez quand même, vous savez comme moi, que les fusions de clubs, c'est quelque chose qui n'a jamais marché, parce que la fusion marche très bien, et on en sait quelque chose en Alsace, la fusion marche très bien, jusqu'au moment où on dit qui va présider, et c'est là où rien ne marche plus. Non, on ne fusionne pas. Je l'ai dit, à la Fédération d'athlètes, c'est des groupements de clubs. Chaque club garde son entité. Vous voyez, le club de Montpellier, où il y a 27 associations, 27, à la fois des associations rurales et urbaines, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ce club ne s'est jamais aussi bien porté. Et tout le monde en profite parce que la mutualisation des moyens permet aux petits clubs qui n'avaient pas les moyens d'avoir un entraîneur pour encadrer les gamins, d'avoir un entraîneur qui vient. On le partage. Et du coup, ce club de Montpellier, qui est à la tête ? Alors, c'est la démocratie. Parce que c'est la question de monsieur, président, je crois. Le président de l'entité, de l'ensemble des 27 clubs, il est élu par les 27 clubs. Donc c'est un des présidents, bien sûr. C'est un des présidents. Et à une époque, ce n'était pas un des présidents, c'était quelqu'un qui n'était pas président d'un club. C'était Richard Descoux, qui a été DTN à la Fédération il y a quelques années et qui habite Montpellier, qui a été président de l'entité au début de la création. Mais il n'était pas président d'un club. Nous, statutairement, ce n'est pas possible actuellement. Juste pour rebondir sur cette question, c'était simplement parce que du coup j'ai dit que j'étais girondin, donc pour parler peut-être d'un contraste entre territoires ruraux, territoires urbains, on voit aussi cette difficulté-là, on l'a peut-être pas évoqué là sur cette table ronde, c'est des vrais enjeux. On a finalement là où il y a peut-être plus de services publics sur les territoires ruraux, il y a encore un ou deux clubs sportifs, c'est quand même une vraie richesse pour faire du lien social, parfois c'est le mouvement sportif qui est le dernier à le faire. Se pose cette question quand même parce que les équipements sportifs spécifiques, parce que l'emploi, parce que la gestion administrative avec des contraintes qui sont toujours croissantes, fait que c'est compliqué pour un certain nombre de petits clubs. Les solutions, elles sont pas simples à trouver, évidemment. Elles sont peut-être autour d'un modèle qu'on a connu il y a très longtemps aussi de revenir. Moi, je reviens, c'est un peu ma culture, c'est mon histoire, mais autour de la mutualisation, peut-être y compris... Toi, tu l'évoquais pas forcément que dans le sport, mais d'abord au moins dans le sport, sur une offre multisport, coordonnée, avec au moins une mutualisation de moyens sur les aspects accueil, administratif, etc.
avec la question des équipements sportifs, et c'est là où les collectivités territoriales sont vraiment extrêmement importantes, parce que penser l'équipement sportif, y compris et notamment en territoires ruraux, c'est capital pour voir comment on va pouvoir faire en sorte qu'on ait encore une offre sportive de proximité partout. Vous savez que le choix, dans les études, le critère numéro 1 de choix d'un club, c'est pas la discipline. On va pas sur le site internet de la Fédé de gym en disant où est-ce que je fais de la gym, près de chez moi. On va sur son territoire et on regarde quelle est l'offre sportive, et après on prend un sport qui correspond à ses besoins. C'est la proximité. Si on perd ça, qui a été notre force avec un maillage territorial très fort, on est potentiellement aussi en danger. Donc il faut être très attentif à ces questions-là.